Donc le film en question ce soir, c'est Sauvage. L'invité, c'est Camille Vidal-Naquet. Voilà, on met en avant aussi des films qui nous touchent, des coups de cœur, des films qui nous semblent importants. Et je trouve que Sauvage est un film voilà, qui a marqué aussi cette année cinéma. Mais avant de parler du film, j'aime bien faire le lien avec la boutique, avec les bacs de la boutique. Et moi, je t'ai fait choisir quelques DVD. On va pas parler de ces DVD-là, mais on va parler d'où tu viens cinématographiquement parlant. Je sais que je crois que tu as fait des études littéraires, mais qu'est-ce qui a fait de toi un peu le cinéaste que tu es? Où est-ce que ça prend racine cette envie de cinéma ou ce désir de cinéma? Avec quel film? Voilà, c'est ça mes premières questions, c'est les premières images. Tu t'y attendais pas? Je pense que oui, on m'a jamais posé une question aussi difficile en fait, je crois. C'est-à-dire en fait, tu veux savoir quel est les films qui m'ont. Oui, qui t'ont. C'est trop compliqué. Alors c'est trop compliqué comme question. Tout. Alors voilà. Alors première question, quelle est la première image, le premier souvenir de salle de cinéma que tu as? Premier souvenir de salle de cinéma. C'est une question plus facile. Après, tu dis Joker. Genre, les questions, c'est. Bon, premier souvenir de salle de cinéma. Ben, je sais pas. Ouais, oui, c'est ça, c'était pendant la première guerre. Pendant la deuxième guerre, je me protégeais. Mais tout le monde a répondu, tous les invités avant toi ont tous répondu Bambi, Blanche-Neige, je sais pas. Bernard et Bianca. D'accord. Merci à tous. Non, mais alors. Non, mais ça, c'est des questions. Attends, c'est super dur de répondre à ça, de savoir. Voilà. Non, plus sérieusement, mon premier souvenir, je ne peux pas trop te dire. En tout cas, ce que je sais juste, c'est que s'il faut remonter là aussi loin, je sais que j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents qui étaient très très cinéphiles, et notamment ma mère, qui, alors, elle avait un truc spécial, c'est que donc elle adorait le cinéma, mais elle était capable de voir les films qu'elle aimait beaucoup de fois. Et c'est ce que je suis devenu aussi, c'est-à-dire qu'en fait finalement. J'ai une culture cinématographique, mais c'est vrai qu'il y a quelques films que j'aime énormément et que j'ai vus une centaine de fois. Et je sais que c'était assez spécifique. Il y a plein de gens qui ne comprenaient pas pourquoi, quand j'étais jeune, je revoyais toujours les mêmes films. Et c'est vrai que ma mère, elle était capable d'en voir plein comme ça. Et puis voilà, après j'ai grandi avec le ciné-club, le cinéma de minuit, la dernière séance, tout ça. On regardait du cinéma. Ma mère aimait le cinéma. Et je pense que du coup, j'ai un peu. C'est un truc. J'ai eu cette chance-là, en fait. Quel film, juste un film que tu as vu en boucle et en bouche, dont tu ne t'es pas lassé? Alors, ça n'a aucune originalité, mais c'est lié justement à ça, parce que c'est ma mère qui me l'a fait découvrir. Tu vois. C'est bizarre quand je vais te dire le film, mais c'est Psychose d'Alfred Hitchcock. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai vu très très tôt, et qui m'avait vraiment. Je l'ai vu trop jeune, je pense. Mais comment dire, et voilà, je me rappelle que ma mère m'avait dit que c'était pas. Tu avais quel âge? 35. J'avais, je sais plus, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. Ah oui, c'est jeune. Oui, mais voilà, donc je l'avais quand même vu, et je me rappelle que ça avait été vraiment traumatisant, mais surtout, j'en ai gardé après cette idée qu'un film pouvait faire cet effet. C'est-à-dire qu'un film pouvait te mettre dans des états comme ça. C'est-à-dire que pour moi, les films, c'était une distraction à l'époque. Je regardais, c'était raconter des histoires. Mais c'est vrai que quand j'avais vu ce film-là, je m'étais dit qu'il y avait une force qui allait au-delà juste d'un simple récit, quoi. Et c'est vrai que du coup, le film, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai vu plein de fois. Et voilà. Et en fait, ça fait partie des quelques films que je revois tout le temps, mais qui sont un peu des films qu'on visite, en fait, pour moi. C'est-à-dire que c'est des films qui sont... Je ne les regarde pas de manière linéaire, je regarde des... Quelle partie de Psychose t'as plus je suis précis dans mes questions. Non, c'est précis. Moi, j'aime beaucoup la première partie, en fait. La scène d'ouverture. Alors, ouais, la scène d'ouverture. Après, c'est un peu long à... Si je commence à vous expliquer on va arriver à Sauvage. Oui, c'est ça, parce que là, en fait, par exemple, j'aime beaucoup l'arrivée de Marion au motel. Parce qu'en fait, je trouve que ce film, souvent, alors on parle souvent des très grandes scènes de ce film qui sont très, très, très connues, mais je pense qu'il y a des scènes dans le film où se joue beaucoup plus de choses, en fait, et même au niveau du cinéma, et qui sont très très intéressantes, dont on parle moins, notamment son arrivée, le premier contact qu'elle a avec Norman Bates, qui visiter la chambre. On a une scène qui est pour moi très
très, très forte en fait, dans ce qu'elle raconte, où on a quelqu'un qui est Norman Bates qui initie une visite du décor. Et c'est assez étonnant parce que la bande-annonce de Psychose, c'est Alfred Hitchcock qui fait visiter les décors. Et c'est curieux qu'il ait fait cette bande-annonce quand on sait que dans le film, Norman Bates fait lui-même cette visite à Marion. Et en fait, on comprend beaucoup de choses quand il lui explique. On comprend très bien qu'à ce moment-là, on a l'apparition d'un personnage qui va prendre de l'épaisseur et qui dissipe un peu celui de Marion, qu'il faut qu'on oublie, qu'on commence à oublier. Et en fait, il se joue énormément de choses du côté de Norman à ce moment-là. Très bien, passionnant. Qu'est-ce qui... C'est bon, tu tiens le coup, tu tiens... Très angoissé. Mais non, pas du tout, c'est Psychose. Hein, voilà. Qu'est-ce qui à un moment te donne envie de prendre une caméra et de filmer de te mettre derrière la caméra? Quel est l'élément déclencheur? D'où elle vient cette envie-là? Je pense que c'est un truc pareil, c'est une continuité, c'est un truc moi qui a toujours été là en fait. En fait, c'est marrant parce que j'ai jamais, j'ai toujours eu cette envie, cette idée-là. J'ai jamais eu d'autres, dans ma vie, je n'ai jamais eu d'autre idée de ce que je pouvais faire en fait. J'ai toujours eu cette idée-là et je sais pas, spontanément, c'était dans cette idée de fabriquer des images, raconter des histoires, et c'est comme ça que c'est venu dès le départ, quoi. D'accord. Sauvage. Mais c'est vrai qu'aussi. Je rajoute encore ça, c'est qu'il y avait quand même aussi beaucoup dans la culture que j'avais, dans la culture que mes parents m'ont inculquée, il y avait la présence des réalisateurs. C'est vrai que c'est un truc important parce qu'il y a beaucoup de films, quand on est enfant, on ne sait pas qui a fait des films. On voit juste des films, mais on ne sait pas qui c'est. Et moi, je sais qu'il y avait ce culte un peu, et je savais toujours qu'il y avait des gens derrière, en fait. Il y avait quelqu'un qui était présent et qu'il y avait des noms qui circulaient et ça m'a donné beaucoup de curiosité. Enfin, je pense que dès le départ, j'explorais pas mal ces secteurs-là. J'étais pas juste voir des films, mais c'était essayer de comprendre quels étaient J'étais très précoce. Et tu voyais les fils conducteurs, les identités, les univers, pas à 7 ans, mais... Non, pas à 7 ans, mais je voyais bien, oui. Je voyais, mais d'ailleurs, des fois, d'ailleurs, j'y comprenais rien, c'était un peu... J'étais distant, tout ça, mais je voyais bien sûr, je voyais bien qu'il y avait des univers, des manières différentes de faire du cinéma. Et chez un auteur même, chez Hitchcock par exemple, des périodes. Je te parle de ça dans Toi, cinéphile. Bien plus tard. Parce que sur le coup, sur le coup, c'était juste essayer de. C'était ce plaisir de la narration. Où je pense quand même, quand on est enfant, tout ça, c'est vraiment un vrai raconteur d'histoire quand même, Hitchcock, je pense. Tout à fait. Ouais, il y a quelque chose de l'enfance aussi, je trouve. Alors, si on arrive à Sauvage, un premier long métrage, comment est-ce que, d'où vient ce projet, tout simplement, d'où il vient, la genèse, l'envie, ça se met dans un tiroir depuis des années, ça n'arrive pas à se faire, ou ça se produit facilement, ou non, ça se fait vite. Alors, non, en fait, donc j'avais l'idée depuis pas mal de temps. En fait, l'idée amusante pour le scénario, c'est que au départ, j'avais cette histoire et j'avais décidé en fait de l'écrire, mais en me lâchant complètement et dans l'idée que personne ne lirait jamais ça. Tu vois, je m'étais dit, je fais vraiment un truc que pour moi et je me lâche complètement, donc je mets les scènes, je me mets aucune retenue. Tu te censures pas, ouais, et j'ai juste fait ça parce que je sais pas, c'était un besoin. Alors, pour d'autres raisons, mais c'est vrai que j'avais pensé à ce personnage-là. C'est cette situation, ce personnage qui cherche comme ça l'affection dans un monde brutal, tout ça. Et je l'ai écrit, et c'est vrai que je l'ai caché en fait dans un tiroir. Une fois que c'était fait, mais bon, je l'avais fait, je me dis, c'est cool, mais bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et puis, c'est plus tard que j'ai recroisé Emmanuel Giraud et Marie-Céline Nielsen ici, qui ont produit le film. Si vous avez des questions, ils sont là également, pour la production ou le reste. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai travaillé avec Emmanuel sur un autre projet où j'étais assistant réalisateur et que je sentais que c'était le moment. Alors je sais pas après comment ça se passe, mais moi je sentais que c'était le moment de faire un premier long en fait. Je sais pas, c'est dur à définir cette période parce que parfois on se dit et là je sentais, je sais pas que j'avais envie de passer à ce format-là. Et j'osais pas trop faire lire le script et puis finalement j'en ai parlé à Emmanuel qui m'a dit
enfin que voilà, au début donc j'étais très réticent, enfin j'osais pas en fait, hein, j'étais très timide. Je me disais mais voilà, et c'est vrai que honnêtement je pensais pas que c'était possible moi de faire ce film, enfin que c'était pas, enfin comment dire que des gens suivent, qui financent ce projet, enfin j'y croyais pas trop. Emmanuel beaucoup plus. Alors Emmanuel l'a lu et voilà, on a commencé à parler. Emmanuel me disait bah si qu'en fait enfin, que c'était un projet de cinéma, quoi. Donc, qu'il y avait du cinéma, que c'était un projet, donc, comme tout projet de cinéma, il fallait travailler. Et voilà, mais j'ai eu pas mal d'hésitations au début, avant de. Enfin, j'ai pas tout de suite dit. Non, mais voilà. Et puis finalement, je me suis dit, bon, voilà. Et c'est vrai que après, je me suis lancé après plus. Enfin, l'écriture, j'avais quand même déjà écrit une version, je crois, quand je suis arrivé pour montrer à Emmanuel. C'était une version qui était déjà assez complète, quoi. Il y avait vraiment le scénario. Et voilà, après j'ai passé beaucoup de temps avec l'aide d'Emmanuel qui suivait l'écriture. Et puis voilà, et finalement le film effectivement s'est fait, donc Emmanuel avait raison. Voilà. Peut-être on peut, si tu veux dire un mot sur voilà, comment tu as reçu, comment tu as découvert ce script. Merci. Alors déjà, c'était il y a quelque temps, et pour rebondir sur tes doutes et tes hésitations, moi, ce qui m'avait semblé, c'est qu'il y avait d'évidence un projet de film, et en même temps que c'était très sain et heureux que Camille ait des doutes et des hésitations. C'est le meilleur moyen de pouvoir de poursuivre un travail plutôt que d'affirmer des certitudes, et les deux conjugués, et un projet qui était juste quand même hyper fort, hyper original, qui était très documenté, très nourri, très, très riche, et qui plus est totalement étonnant, puisque ce garçon ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas, mange énormément de pommes. Voilà, c'est-à-dire un univers qui est assez différent, assez lointain, avec une sorte de délai comme ça, et qui permet aussi non pas de se mettre à distance, mais de plus faire du cinéma que parfois, souvent, de témoigner de soi-même. Ce qui est aussi super bien de témoigner de soi-même, mais on peut le faire à travers un délai ou un objet tiers, quoi, un film en fait. Et voilà, donc moi c'est le sentiment que j'avais, outre le fait que Camille est quand même très ennuyeux, très sans aucun humour, etc. Voilà, donc ça j'aime bien. S'il y a des questions, je vais faire passer le micro, donc n'hésitez pas. À l'écriture, déjà, toi, tu as un visage pour le comédien, tu as des idées de plans, de mise en scène, de distance, une couleur, une énergie. Est-ce que ça, c'est déjà présent dès l'écriture, ou c'est dans les étapes ultérieures que tu vas... Ah, pardon. Qu'est-ce que tu veux? Ah, d'accord. Camille, aide-moi. Mais attends, mais en fait, on va faire en 2 temps. Bah, non, mais parce que j'ai essayé de poser une question. On a hyper bien travaillé avec. On était toujours hyper organisés. Attends, juste. Vas-y, attends, redis-moi, c'était quoi la question? Oui, non, tu disais pour le comédien... Non, à l'écriture déjà, est-ce que tu avais déjà un comédien en tête, et est-ce que tu avais déjà des idées de mise en scène? Alors, non et oui. Alors, non, le comédien, non, parce que d'habitude, enfin, en tout cas pour l'instant, moi, quand j'écris des scénarios, tout ça, je mets pas de visage, parce que je trouve ça bien, l'idée de pouvoir changer le visage régulièrement de son personnage, de son physique aussi, et d'être complètement libre. Et je trouve toujours, enfin, pourquoi pour l'instant, hein, que quand on a une idée comme ça, trop précise, enfin, moi j'ai peur que ça me lie, puis je trouve qu'il y a un truc d'aventure après, je préfère pas savoir, et que le personnage reste quand même plus une force, une énergie qu'un visage précis. Et après, sur les idées de mise en scène, oui, bien sûr, assez vite, en fait, j'avais cette idée que je voulais qu'il y ait de l'énergie, un jaillissement, que le film soit en caméra portée, qu'il y ait cette idée aussi d'un film qui ne donne pas d'explication, qui ne donne pas d'explication véritable, qu'on ne comprenne pas tout de suite en fait de quoi il est question. Surtout sur le personnage. Surtout sur le personnage, mais même sur les situations. Il y a aussi des situations parfois où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et quand même, si le truc était étonnant, c'est que
quand j'écrivais, il y avait des moments où je comprenais pas bien. D'ailleurs, même à la fin, il y a des moments où j'ai jamais vraiment compris complètement les réactions du personnage, certaines réactions du personnage. Et je savais pas trop pourquoi, mais c'était intuitif. Mais je pouvais pas expliquer vraiment pourquoi dans certaines scènes le personnage se... Exemple, un exemple. Bah, par exemple, quand il est avec les 2 clients là qui le malmènent. Je me dis toujours, alors j'avais cette intuition-là qu'il est sur scène, mais je me dis, mais comment, qu'est-ce qu'il a en tête à ce moment-là exactement? Est-ce qu'il a une espèce d'arrogance, une espèce d'inconscience, une espèce de fascination? Est-ce qu'il est, voilà, quel est son état exact? Et en fait, je l'ai jamais vraiment su. Et pourtant, c'était un peu naturel pour moi que dans cette scène-là, il soit face à ces 2 types. Voilà, et je me demandais un petit peu, voilà, pourquoi est-ce que voilà, dans certaines scènes, je m'attendais pas moi-même à ce qu'il demande de l'affection. C'est des choses qui sont venues subitement, mais je veux dire, j'ai pas réfléchi en me disant, bon, bah, je vais essayer de placer ces demandes d'affection de manière stratégique. C'était, voilà, je me disais, tiens, là, il enlace le médecin, c'est pas du tout le bon moment, mais je sais pas trop pourquoi à ce moment-là. Et voilà, et c'était intéressant de se laisser un peu surprendre comme ça par le personnage. Il y a un refus vraiment du psychologique, de l'explication, du passé du personnage, tout ça, pour que ce personnage reste soit dans le présent, soit dans la brutalité ou le brut du réel, quoi. Oui, il y a quelque chose comme ça. Oui, complètement. C'est-à-dire que dans le film, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification, on ne sait pas d'où il vient. Et il y a cette idée que dans le film, on vit des instants avec lui. Et que c'est un personnage d'instant. Et donc, il y a cette idée aussi que pour ce film-là en tout cas, placer une histoire, c'est-à-dire donner un récit et expliquer d'où il vient, c'était une manière en fait finalement de juger. Parce que si tu commences à dire, en gros, quel est le parcours du personnage, tu vas dire en gros qu'il y a un moment où il est sorti forcément de la société. Et donc, tu vas déjà te placer comme une espèce de jugement. Tu vas dire, bah, il s'est écarté du droit chemin. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant de dire qu'en fait, il y est déjà. Parce que nous, quand on commence le film, il a cette vie, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas l'histoire de quelqu'un, on n'analyse pas les rouages de quelqu'un, tu vois, qui tout d'un coup a cette vie-là. C'est que quand on commence, on étudie très simplement la vie de quelqu'un qui vit ça. Et c'était cette volonté, voilà, de vivre que des instants et justement de pas avoir ce filtre explicatif ou de jugement ou tout ça. Et en même temps, préparez vos questions, après je vais passer le micro, et en même temps, il y a un vrai parcours de tragédie à travers les rencontres, à travers cet amoureux transi déçu, à travers cette rencontre avec cet homme-là qui veut l'aider et dont il refuse l'aide. Je trouve que c'est vraiment le tragique aussi, ou un tragique heureux, ça n'existe pas. Ça. Mais ça n'existe pas, mais il y a vraiment, on sent le film quand même réellement construit à travers ces rencontres-là, cette chute-là. Je trouve qu'on est dans la tragédie. Alors, j'emploierais pas le mot tragédie, moi, parce que je pense pas que c'est ça. Moi, oui. Après, tu peux voir ça. Mais et puis c'est pas une chute non plus, moi. C'est-à-dire que le personnage du pianiste, il y a quand même pour moi, s'il y a une chute, c'est que c'est la chute de quelqu'un qui n'est pas aimé. C'est un échec amoureux. C'est une histoire d'amour qui est un échec. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une chute, en tout cas dans la prostitution. Non. Voilà, je pensais pas. C'est pour ça que pour moi, il y a juste cette chute qui est. Oui, mais c'est important de le dire parce que c'est ça le truc, c'est que c'est pas du tout. Le film n'est pas une descente aux enfers, tu vois, c'est pas une descente aux enfers dans le monde de la prostitution. Non, c'est pas. Non, mais ce qu'on pourrait voir, peut-être éventuellement, mais c'est plus cette idée qu'il a eu cette souffrance amoureuse et que je dirais que c'est pas une tragédie pour moi parce qu'à la fin, je crois que il y a cette force qu'il a quand même, cette force de choisir qui n'appartient qu'à lui, qu'il ne vend pas, qu'il y a un truc qu'il ne vend pas, qu'il garde en lui et qu'il conserve à la fin. Et le film, pour moi, contrairement à la tragédie, qui est vraiment quelque chose d'achevé, est quelque chose de totalement inachevé. C'est-à-dire que c'est vraiment un fil qui va continuer avec ses hauts et ses bas, comme depuis le début du film. Non, mais je me suis mal exprimé, mais dans la tragédie, c'était aussi de voir les pôles d'attraction, de répulsion, les rencontres, et qui sont assez, je trouve, symboliquement fortes, les possibles, ce qui se passe dans la vie de chacun. Mais je trouve que dans son personnage-là, il y a quelque chose un peu, pas de sacrificiel, mais il y a un côté comme ça il se donne quand même à ces rencontres, où il y a quelque chose de totalement brut entier. Tu n'es pas du tout d'accord? Parce que moi je pense qu'on peut se donner sans que ce soit un sacrifice. On peut se donner, que ce soit quelque chose de beau, de fort, et qui n'est pas forcément se sacrifier voudrait dire quand même que c'est un truc qu'on fait contre sa volonté. Mais moi il me semble qu'il est toujours parfaitement volontaire pour ce don, pour cette offre. Il s'offre lui-même, mais parce qu'il a une espèce d'élan spontané et irréductible, qui fait que pour moi c'est pas du sacrifice, c'est pas.
C'est pour ça que je voilà que je Oui, ne oui, pas tout à ce fait, mot tout à fait, tragique. tout à fait. Oui, oui, oui. J'entends. Vos questions, s'il y en a aussi, n'hésitez pas. Mais alors, parce que du coup, Oui. Oui, alors. il y a des gens. Alors, non, si, alors, parce que voilà, il y a des gens que j'aimerais vous présenter. Oui, mais bien sûr, mais c'est totalement le moment. Mais alors, pour ne pas les embarrasser, s'ils veulent pas. Donc, on a présenté Emmanuel Giraud, le producteur, Marie-Sonne Jensen, qui a produit le film également. Oui. Jean-Pierre Bastet, qui est ici et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, joue dans le film, la scène avec le libraire. Oui, bah, on va la montrer. Voilà. Et Jacques Giraud, qui est là-bas, est le chef opérateur du film. Jacques fait un petit signe et qu'on voit qui tu es. Non mais t'inquiète pas, et je crois que c'est Alexis, mais je vois pas bien d'ici, Alexis Cohen, qui est son assistant. Voilà, qui étaient tous les deux... Et Benjamin Hoffman, qui était stagiaire image sur le film et qui me fait le plaisir d'être là aussi, que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Donc merci beaucoup. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi leur poser des questions de production ou d'image, des questions plus techniques. Ils se feront un plaisir de vous renseigner. Non, mais je continue, mais sinon ça fait personne obligé. Alors non, je précise que le DVD a été édité par Pyramide Film, Pyramide Distribution, qui a des super bonus. C'est pas rare, parce que nous on fait un très bon travail éditorial aussi, des Potemkin, mais là je souligne quand même, parce qu'il y a des scènes coupées. Alors j'avais un peu de réticence par rapport au principe des scènes coupées. On se dit, bon, si elles ont été coupées, c'est que voilà, elles n'étaient pas faites pour être montrées, mais en même temps ça donne vraiment des idées une idée de choix de mise en scène, de choix de rythme, de choix de montage, et ça c'est intéressant parce que elles sont justifiées aussi, la scène de... Oui, en fait, non mais l'idée c'est qu'on voulait vraiment des bonus qui apportent vraiment quelque chose sur la fabrication d'un film, à toutes les étapes. Voilà, et du coup, c'est, voilà, avec l'image, je trouvais intéressant de montrer le nombre de choix. Enfin, on a un aperçu vraiment minimal ici, mais... Oui, voilà, il y a un entretien avec ton chef-op, avec Jacques. Voilà, et où vous posez vraiment des questions de cadre, on en parle un peu avant, mais de choix de cadre, pas de 1,37, mais pas de 1,85, le 1,66 je crois, des questions de focale, pour toujours avoir... Parle-nous de ça peut-être. Alors, c'est toutes les questions en fait qu'on s'est posées pour le film. En fait, le nombre en fait de questions techniques, mais qui sont en fait finalement une traduction en fait du chef-op de mes intentions en réalité. C'est-à-dire qu'on part en fait d'une intention et après il y a ce dialogue en fait qui s'établit. Et en sachant qu'en plus moi, comment dire, tout ce qui est technique et tout, c'est un peu mon comment dire, c'est un truc qui m'effraie un peu moi. Vous n'avez pas l'air très effrayé quand on vous voit converser et tout ça. Je sens non, parce que je me la joue pour le DVD, tu vois, mais sur le... non, mais parce qu'après, j'assume, j'affronte... Ton statut de réalisateur. C'est ça. Mais non, mais disons qu'en tout cas, il y a beaucoup de questions qui se posent et qui sont... Enfin, c'est dur toujours de les démêler, de trouver... Et c'est des questions qui sont en fait cruciales, surtout pour un film comme ça. Un film comme ça qu'on voulait quand même spontané, organique, donc il y avait vraiment tous ces choix. Et puis, donc, pour revenir aux scènes coupées, et effectivement, je pense que ce qui était intéressant, c'est d'expliquer en fait pourquoi. Alors souvent, d'ailleurs, on voit que d'habitude, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais plutôt envie qu'elles y soient, et la monteuse explique pourquoi, en fait, elle comprend mon envie, mais que c'était mieux pour le film qu'en fait, elle n'y soit pas. Et c'est ça que je trouvais intéressant de montrer. Il y a également un super bonus, une analyse de séquence par Jean-Marc Lalanne, critique de cinéma, qui analyse les séquences médicales, les rencontres avec les médecins, la séquence d'ouverture et les trois séquences qui rythment un peu le film et qui sont toutes les trois traitées de manière... c'est une analyse très précise, ce qui nous montre, ce qu'on sent intuitivement, mais que la mise en scène est très précise aussi. Toi, quand tu regardes ce que dit Jean Lalanne là-dessus, tu t'adhères complètement, oui, évidemment, c'est ce que je voulais faire, ou tu te dis, tiens, intuitivement, je voulais ça, et lui arrive à mettre... ça dépend, mais c'est souvent intuitif. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il fait dans l'analyse, c'est qu'il rassemble en fait des points qui sont convergents et qui viennent de toute façon, en fait, voilà, d'un truc. Alors, moi, j'ai pas forcément mis ces mots-là dessus, mais je l'ai fait d'une autre manière, en réalité. Alors, on montre un extrait du film, donc juste pour recontextualiser, c'est le moment, la rencontre avec... Tout le monde a vu le film ou pas? Là, on fait comme si... Qui n'a pas vu le film? D'accord. Ah oui, bon, ils ont tous vu.
Ah, l'interdiction, c'est oui, moins de 16. Moins de 16, oui. Oui. Il va voir la scène, mais le père est là. D'accord, ok. Bon, il a l'autorisation parentale. Ouais. Bon, voyons l'extrait et puis on en parle après. Non, mais en fait, j'ai vu cette scène parce que. Alors, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que c'est une scène vraiment de bienveillance à tous les niveaux. Le personnage principal est vieillant et bienveillant avec le vieux monsieur et inversement. Alors, il faut savoir que dans cette scène, en fait, j'avais fait passer une scène similaire à Félix au casting, à Félix Marito. Et il m'avait tellement ému au casting. Alors c'était une scène un peu similaire, mais c'est vrai que du coup il avait un peu brodé un texte lors du casting, et j'ai réécrit en fait le dialogue ici. Et quand il lui dit tu sais je peux te prendre dans mes bras, tout ça, et je l'avais adapté parce que je voulais qu'il refasse en fait au tournage ce qu'il avait fait au casting. Genre mauvaise idée ça. Et donc on a tourné cette scène et je sais pas si tu te souviens, mais voilà, le plan sur Félix, je lui ai fait faire je crois un très grand nombre de fois et ça n'allait jamais. Je lui disais non, c'est pas exactement comme tu l'as fait au casting. Et il me disait mais voilà, c'est comment? Je dis ce mot-là c'était comme ça. Enfin, il a composé et jusqu'au bout d'un moment où je suis arrivé à la perfection, ça ressemblait exactement à ce qu'il avait fait et j'ai estimé que ça y est, il avait refait, voilà. Et donc ensuite, quand on est arrivé au montage, on a regardé les prises et en fait on a monté la première. C'est-à-dire celle où Félix, en fait, était donc pas du tout comme au casting. Mais évidemment, il était arrivé, et c'était très intéressant parce qu'on voyait avec Elif, la monteuse, qu'à la fin, on avait un super comédien qui avait réussi à refaire une prestation, ou dans la première, on avait quelqu'un qui bafouille un peu plus, qui se trompe de mots, mais qui est d'une spontanéité complètement désarmante. Et alors évidemment, j'ai dit, ah non, c'est hors de question, mettons la dernière, par fierté. Et je voyais bien que ça marchait pas en fait, c'était froid, enfin c'était voilà, ça touchait que moi en fait parce que je me rappelais à chaque fois du casting, mais voilà, donc ça allait pas. Ensuite la deuxième chose, c'est que ce que j'aime bien dans cette scène aussi, c'est que ce sont des personnages qui se font partager leurs univers, c'est-à-dire que tout d'un coup dans la narration, on prend le temps de montrer des personnages qui découvrent leurs univers. Alors par exemple, donc il demande, ce monsieur lui explique voilà, qui lit des livres, etc. Et l'autre n'a pas un comportement, il pourrait très bien lever les yeux au ciel ou montrer qu'il s'emmerde. Et il a l'air d'écouter, en fait, il a l'air de s'intéresser. Et quand le monsieur lui parle de sa femme, il répond déjà, ça que je trouve super, c'est qu'il lui dit, tu vois, ma femme, et il dit, mais elle a l'air triste. Donc il interagit alors que voilà, il n'a pas le cynisme en fait que pourrait avoir comme ça un garçon qui a juste envie d'avoir la thune. On voit bien qu'il y a autre chose qui se joue. Après, j'aimais bien aussi l'idée de faire exister une femme comme un fantôme un peu. Alors mais il n'y a pas de femme dans le film quasiment. Il y a une femme à un moment, et je trouvais ça intéressant tout d'un coup qu'il y ait quand même des traces un petit peu comme ça. Et alors en fait, moi dans cette scène, j'avais en tête Rebecca. Voilà, j'avais beaucoup pensé parce que c'est pour ça qu'il y a les plans sur ce portrait un peu énigmatique, sur la brosse à cheveux, etc. Qui sont voilà, j'aimais bien ces petites incursions aussi dans un autre univers. C'est qu'en fait finalement on ne sait pas où on est. C'est-à-dire que finalement un jeune garçon comme ça, il arrive chez ce monsieur, et je me dis mais quand ces garçons qui se prostituent arrivent peut-être 10 fois de suite dans une nuit chez des gens qui ne connaissent pas, ils découvrent donc des univers, et ils peuvent aller dans des palaces, dans des taudis, et ici il arrive chez quelqu'un qui est littéraire, il lui montre sa femme qui se coiffe, etc. Et on a l'impression qu'il devient presque un spectateur. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui s'intéresse et qui rentre dans le monde de quelqu'un. Après, ce que j'aime beaucoup dans la scène, c'est la lumière de Jacques que j'aime dans toutes les scènes, hein, je te rassure. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cette scène, c'est que la teinte. Il faut pas utiliser ce mot. Non, la température. La température de couleur, enfin l'image, me fait penser aux pages jaunies d'un livre. C'est-à-dire, on avait parlé de ça, et c'est vrai qu'on a l'impression de cette ambiance dans le film, là, dans cette séquence, où ces pages jaunâtres habillent l'ensemble de cette scène. Et la question qu'on s'était posée, c'était comment filmer les scènes de sexe, comment est-ce que ça se filme, etc. En sachant que il fallait pas que les scènes
soit trop dur. Moi, je voulais pas justement quelque chose qui soit de l'ordre du calvaire, quoi. Enfin, sauf pour une scène où là c'était volontaire, mais voilà, il fallait pas montrer un rapport permanent de domination, d'agression, de violence du corps. Et en même temps, j'avais bien conscience que c'était compliqué de faire aussi des scènes érotiques, parce que ça me posait des questions morales. Je me disais, mais est-ce que finalement, enfin voilà, il est avec quelqu'un, est-ce que c'est du, enfin, est-ce que je peux embellir ça, voilà. Et je trouve que dans cette scène, Jacques a très bien réussi, enfin à mon sens, hein, à montrer cette poésie, c'est-à-dire cette poésie de ces deux personnages qui sont très très seuls. On voit un qui s'est enfermé dans la lecture et l'autre dans la prostitution. Je veux dire, c'est ça leurs activités, visiblement. Et c'est rappelé en permanence. Bah, il y a je trouve le temps qui passe aussi qui est montré par cette teinte. Voilà. Et après, ça reste un bon souvenir de tournage. Enfin, j'ai que des bons souvenirs de tournage, mais celui-là particulièrement. Déjà parce que je me souviens qu'on avait tourné de nuit, on avait tourné des séquences de nuit, pas mal, au moins une semaine ou deux, et que ça avait été vraiment très 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 fatigant, enfin vraiment éprouvant de tourner. Il faisait très froid et que tout d'un coup on était en intérieur, il faisait chaud, et je me rappelle que ça nous avait tous, enfin on se sentait tous chez nous en fait, on était tous bien. Et puis voilà, après on a tourné cette scène, donc il y avait deux personnages joués par Félix Marito et Jean-Pierre ici, et voilà, et ce que j'avais beaucoup apprécié avec ces deux comédiens, alors Félix parce qu'il m'y avait habitué, mais Jean-Pierre aussi, c'était cette simplicité avec laquelle on a tourné des scènes de sexe, parce que finalement, je voyais bien que avec Jean-Pierre et avec Félix, ne se jouait finalement que la justesse de la scène. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait bien compte que finalement, tout ce qui était... Enfin, voilà, c'était même pas des scènes de sexe, c'était des scènes de rencontre qu'on tournait. Et je me rappelle, voilà, qu'on avait passé voilà, qu'il y avait un truc, enfin, qui avait été très, très, très poétique. Et voilà, et c'est une scène que, bah, moi, qui me touche beaucoup dans le film. Et c'est aussi la première fois dans le film qu'il y a de la musique. Parce qu'il n'y a pas de musique dans le film, enfin pas beaucoup, enfin jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas de musique. Boîte, et là, tout d'un coup, il y a cette musique, et alors on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'il allait y avoir de la musique ou pas? Et donc moi je disais à Emmanuel et Marie que de toute façon, il n'y aurait jamais de musique dans le film, que j'en étais sûr, qu'ils connaissaient rien à rien, et qu'il fallait me laisser tranquille. Et 15 jours après, j'ai dit, avant la fin, j'ai dit, non, mais enfin je crois qu'il faut de la musique, et on s'est retrouvés donc à voilà, devoir finalement trouver la musique, parce que sans musique, ça marchait aussi, mais il y avait quelque chose vraiment qui était sec, vraiment très sec. Et la musique, alors, était juste ce petit fil conducteur, en fait, hein, qui permet voilà, d'amener, de traverser la scène avec eux. Jean-Pierre, peut-être, si vous voulez dire un mot sur bah, c'est difficile de passer après Camille. Mais... Merci. Non, juste un mot non, mais surtout pour Camille, parce que c'est un metteur en scène qui a énormément de sensibilité, qui a eu un amour des comédiens, et donc on se sent très à l'aise. Moi qui ne suis pas du tout homosexuel, par exemple, j'ai adhéré parce que il y avait ce rapport humain entre deux êtres finalement, et donc que ça fonctionnait, quoi, malgré tout. Et surtout, j'ai imaginé que quand les gens vieillissent, ils ont des problèmes de prostate, ils ont des problèmes de relations, parce qu'il y a énormément d'hommes, c'est pas dit dans le film, mais il y a de personnes âgées qui ne sont pas en couple et qui sont des êtres très malheureux aussi, au niveau sexualité. Parce que je le sais, grâce à ce film, j'ai découvert un peu des choses. Voilà, mais je voulais surtout le remercier, Camille, parce que il apporte une dimension, quoi, extraordinaire dans les rapports, et on est prêt à se jeter à l'eau pour lui. Voilà. Merci. Et juste pour rebondir, enfin merci beaucoup déjà. Et c'est vrai que dans le film et au cours de mes années de rencontres avec les garçons du Bois de Boulogne, tout ça, j'ai vu effectivement qu'il y a beaucoup de clients. Enfin, en gros, voilà, il y a des personnes qui, on va dire, après 60 ans, des personnes handicapées, en gros, qui ont recours en fait à la prostitution, parce qu'en gros, cette forme de sexualité qui en plus n'est pas du tout questionnée en France, c'est-à-dire que la sexualité des troisième âge ou des handicapés était un truc qui n'existe pas, qu'on mobilise pas, dont on parle pas. Et moi, j'ai vu pendant pas mal d'années des garçons qui avaient juste des clients, c'est-à-dire que c'était un regard complètement différent, le regard était complètement déplacé, ça n'avait aucune importance, c'était complètement saugrenu d'imaginer l'âge d'un client, ou le fait qu'il lui manque un bras, ça n'avait
aucune importance, aucune importance. Et je trouvais important dans le film de représenter justement ces gens-là. Donc il y a une scène avec un mec qui est handicapé au début. C'est une des premières scènes. Oui. C'est une des premières scènes du film, mais qui montre, voilà. Et ce qui m'intéressait, c'est de montrer dans le film que les gens les garçons qui se prostituent font ça avec une spontanéité absolue. C'est quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte, contrairement à la plupart d'entre nous. Et la plupart, enfin voilà, de gens pour qui c'est des questions compliquées, des questions qu'on préfère taire. Enfin, imaginez qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont pas de sexualité, ça arrange un peu. Et je trouvais ça assez beau justement que le film le montre, mais d'une manière plutôt douce, et que. Non, le traitement de la scène, non, mais c'est exactement ce que tu dis. Le traitement de la scène est vraiment humain. Et la façon dont, parce qu'on voit l'acte sexuel et puis la façon que les uns et les autres ont à se donner du plaisir. Et d'ouvrir avec cette scène de sexe-là, je trouvais que ça donne une couleur au film et au personnage. Et on est absolument pas mal à l'aise. Et puis la question voilà, que ce soit des escortes gays ou tout ça n'est plus, c'est pas un film qu'on va ranger dans une niche, quoi. Ça touche quelque chose de beaucoup plus large, je trouve. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Camille. Oui, la demoiselle au premier rang. Ouais, j'ai une question. Tu as deux scènes qui sont extrêmement tendres, qui sont pas sexuelles, qui sont juste des scènes justement de prise dans les bras. C'est celle avec le docteur, donc celle avec monsieur. Et dans ces deux scènes, effectivement, c'est un homme et une femme qui, les deux, auraient pu être représentants de famille, soit père, soit mère, soit grands-parents de Félix dans le film. Est-ce que tu l'as voulu ? Ou est-ce que c'est le hasard qui a fait que ces scènes où il n'y a que de la tendresse, il n'y a pas finalement, oui, le sexe il est effleuré, avec vous monsieur il est effleuré, c'est pas ça le propos. Le propos c'est un vrai besoin de tendresse et de réconfort presque familial et humain qu'on trouve quand on est effectivement dans une détresse et qu'on va voir son papa ou sa maman pour se blottir contre eux. Est-ce que tu l'as voulu ou est-ce que c'est une écriture hasardeuse qui fait qu'on peut avoir ce ressenti-là quand on voit le film? Écriture hasardeuse, ça te ressemble pas trop. Non, mais je réfléchis à ce que tu dis parce que je pense que le personnage, à mon avis, est un personnage qui peut trouver de l'affection, de l'amour dans les endroits les plus inattendus. Donc, je pense que c'est pas spécifiquement parce que ces personnes représentent une forme d'autorité ou par l'âge, quelque chose qui ressemblerait à des parents, si tu veux. Mais je pense qu'à un moment, il y a assez spontanément, voilà, il y a ces deux personnes qui, je dirais plus à ce moment-là du script, s'intéressent au personnage. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelqu'un les gens s'intéressent pas à lui, en fait. Et là. Non, mais bien sûr, mais oui, mais ce que je veux te dire, c'est que je ne l'ai pas pensé comme étant des parents, je l'ai pensé plus comme étant un don vers l'autre. C'est-à-dire qu'une femme, d'un coup, cette femme médecin qui se met à lui demander quelle est exactement sa vie, qui commence à s'intéresser, ou lui qui commence à échanger par rapport à sa vie, qu'il considère comme quelqu'un qui est un vrai interlocuteur, qui n'est pas juste un corps, qui n'est pas juste rien. Et à mon avis, ça vient plutôt de là, parce que. Voilà, mais je n'ai pas pensé, voilà. Et après, je pense que ça renvoie forcément à ses idées de parents, de ce qui lui a manqué, etc. Mais là-dessus, voilà. Mais c'était pas, à l'origine, ça n'a pas été pensé comme ça. D'autres questions? J'ai deux questions, moi. Est-ce que, alors, première question, une scène que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup marqué, frappé, c'est une scène qui peut paraître un peu anodine, c'est vers la fin du film. C'est quand le protagoniste va à l'aéroport et la caméra est derrière lui et son petit ami est devant lui. Et on sent, c'est-à-dire ils sont dans le hall de l'aéroport et la caméra le suit. On a l'impression que la caméra le presse, comme si la vie le pressait comme ça je sais pas, d'un bonheur annoncé au Canada. Et je sais pas, cette scène, je la trouve tellement juste et tellement, j'ai pas vu ça si souvent que ça. Et on voit en second plan son petit ami qui se retourne, qui marche. Et son petit ami se retourne régulièrement pour voir s'il est toujours là quelque part ou pour lui dire. Et alors, je sais pas pourquoi. Ben, alors, moi, dans cette scène, bien sûr, il y a ça, il y a l'idée surtout que c'est, oui, il y a quelqu'un. Il y a un protagoniste qui est le leader, qui avance, qui connaît cet univers-là et qui amène quelqu'un, qui est proche de nous, qui lui ne connaît pas, qui donc regarde, découvre ce monde-là. Mais j'ai
moi, pour cette scène, c'est comment dire, c'est presque quelqu'un qui veille sur son petit animal de voyage, de compagnie, qui va emmener en voyage, et il vérifie qu'il s'est pas égaré, qu'il le regarde, puisque de toute façon, il y a cette idée qu'il est devenu domestiqué à ce moment-là, et que ce que je trouve intéressant à ce moment-là, c'est ça, c'est qu'il y a une caméra un peu flottante. Alors, on suit ce personnage dans un plan en plus qui est long, donc on sent qu'en plus il y a quelque chose de pas une condamnation, mais on se dit quand même c'est une espèce de trajet comme ça, qu'on se dit, en même temps, il va vers une espèce de libération, et en même temps il est un peu condamné, et en même temps voilà, il reste le petit toutou de l'autre qui a programmé sa vie, qui lui dit après comment s'habiller, voilà, c'est ça que j'aimais bien dans cette scène. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, là où tu nous mets, l'endroit où tu nous mets, mais c'est pendant tout le film, mais on a l'impression de le presser, on sent que son naturel, sa nature ou son être profond va pas vouloir aller. C'est la fin qui est déjà annoncée. Deuxième chose, est-ce que le personnage que tu campes là, est-ce que ce personnage existe? Est-ce que c'est un personnage de film? Est-ce que c'est un personnage romanesque? Ou est-ce que dans la réalité, Léo, c'est ça, hein, Léo, existe? D'après toi? Non, mais il n'existe pas pour la. En fait, il ne correspond pas à quelqu'un que j'aurais rencontré véritablement, pour pas mal de raisons. Parce que d'abord, lui, est quelqu'un qui embrasse les clients, qui fait pas attention, qui est très imprudent, qui se fait pas payer au début des pas, etc. Donc il ne respecte pas plein de codes que feraient jamais des gens qui font ça à la chaîne. Mais par contre, il conjugue en fait plusieurs traits de caractère de plusieurs garçons que j'ai rencontrés, notamment un, mais qui était qui était beaucoup plus border que ce personnage-là, mais qui a cette contradiction entre quelqu'un qui vit cette vie très très dure et qui en fait quelqu'un d'assez violent, ce qui n'est pas donc le cas ici du personnage, mais qui avait comme ça tout d'un coup spontanément cet accès à sa tendresse. Mais c'est aussi l'idée que dans le milieu où j'étais, enfin dans le bois de Boulogne, tout ça, tout ce qui peut être embrassé, la tendresse, la douceur, c'est vraiment des aveux de faiblesse en réalité, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, c'est autre chose qui se joue. Quand on est professionnel, c'est un travail, donc on est là, on joue un rôle, c'est presque un jeu, quelque chose qui est de l'ordre du jeu d'acteur. Et si on commence à y mêler ses sentiments, etc., ça devient très compliqué. Et du coup, je crois que c'est ça, moi, qui m'intéressait, c'est de créer un personnage qui, lui, justement, était... mais c'est ce que dit Jean-Marc Lalanne, là, dans l'analyse, quand il dit qu'il y a un problème d'ajustement entre son métier et qui il est. Il y a un problème d'ajustement, c'est qu'on ne comprend jamais très bien. On se dit que c'est un professionnel, mais pourtant il prend les gens dans les bras, mais pas les bons. Il a du mal à s'adapter à une situation. Et moi, la plupart des gens que je rencontrais étaient des gens qui étaient adaptés à leur situation. C'était des professionnels, c'était des travailleurs du sexe, et c'était leur activité. Et ils étaient quand même très aguerris. Voilà. Et donc, voilà. Mais puis c'est aussi, je pense, un personnage qui porte des émotions, et qui dégage des émotions que moi j'ai pu ressentir pendant toutes ces années à leur contact. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que je pense que c'est lui qui est le vecteur de ces émotions-là, en fait, d'émotions que moi que j'ai pu ressentir, qui m'ont bouleversé. D'accord. Tes projets, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tiroirs? Est-ce qu'il y a encore des tiroirs remplis Oui. D'accord. Alors, tu es libre de ne pas en parler. Non, il faut voir avec mes producteurs. Oui. Alors j'ai commencé à écrire un prochain film de fiction et je termine un documentaire que j'avais commencé à tourner avant Sauvage et que je termine maintenant. D'accord. Voilà, dans les pompes funèbres, c'est sur les travailleurs des pompes funèbres, enfin un sujet, voilà. Okay. Mais un sujet, qui, à nouveau, c'est sur les travailleurs du funéraire qui sont des travailleurs un peu invisibles, en fait, comme les prostituées du bois de Boulogne, c'est-à-dire toutes ces activités d'utilité publique et fondamentalement nécessaires à une société, mais dont on connaît l'existence sans connaître vraiment le quotidien. Donc il y a quand même un lien là-dessus sur ces gens-là, dont on ne connaît pas vraiment. On se dit toujours, qu'est-ce que c'est le quotidien de quelqu'un qui se prostitue? Parce que c'est ça aussi l'idée que j'avais eue au départ, c'est qu'on sait bien qu'il y a des garçons qui se prostituent, mais à quoi ça ressemble quelqu'un qui travaille dans la rue? Je veux dire que c'est quoi son quotidien quand il se lève et quand il doit enchaîner 10 passes, etc. Et c'est pareil, quelqu'un qui doit aller ramasser des cadavres, tout ça, comment ça se passe le matin
quand il arrive à son travail, comment il fait, c'est quoi sa journée, quoi ça ressemble, c'est quand la pause déj, enfin, etc. Plein de questions, oui, mais qui paraissent du coup étonnantes, mais qui c'est juste des travailleurs, donc ils sont bien, voilà, et c'est, je trouve assez intéressant comme, voilà, comme immersion. D'accord. Je t'ai fait choisir quelques films là que j'ai mis sur la table, encore une fois, pour faire le lien avec la boutique. J'en ai choisi 3 de manière totalement arbitraire, pour que tu nous dises quelques mots. Alors, il y avait Showgirls de Paul Verhoeven. Alors oui, Showgirls d'abord, parce que j'ai découvert qu'il était en 4K. Alors ça, je n'en reviens pas. Alors oui. Juste, quand ce film est sorti, Showgirls, c'était un film c'était un bide monumental qui a d'ailleurs coûté très cher à Paul Verhoeven. Sa carrière américaine. Il a quand même fait un film après. Il a fait Hollow Man. Ah oui, c'est vrai. Il a fait Starship Troopers. Qu'il avait fait. Après, il a fait, enfin je crois, il a fait Starship Troopers et après il a fait. Je suis pas sûr que ce soit après Starship Troopers, mais j'ai un petit doute. Mais bon. Si. Starship Troopers, c'est après. Mais oui, d'accord. Mais si, je m'en souviens parce que j'avais tellement aimé ce film que j'attendais Starship Troopers, j'avais été un peu déçu par rapport à Starship Troopers. Par rapport à Showgirls, qui était pour moi, voilà. Et je me rappelle donc Jacques Rivette, et c'est marrant parce qu'ils l'ont mis là. Un des plus grands films américains a dit Jacques Rivette. Si Jacques Rivette le dit, c'est que c'est vrai. Mais je me souviens que donc moi j'avais trouvé ce film époustouflant. Alors, moi j'étais allé voir Showgirls, donc j'aimais déjà beaucoup Paul Verhoeven, mais ouais, j'avais trouvé, déjà sa mise en scène, la puissance qu'il donne en fait dans ce film, qui est complètement un film imprégné par la mythologie pour moi. On est dans des affrontements de divinités, quoi. C'est un truc incroyable. Je crois que c'était un immense film. Et j'étais très surpris par l'échec du film et surtout par je trouve les critiques très injustes qu'il y avait pour ce film qui et je me rappelle, je disais à tout le monde, mais Jacques Rivette dit que c'est super. Et il disait que c'était... Voilà. Et je suis hyper content parce qu'aujourd'hui, c'est assez marrant parce que... Totalement réhabilité. Ah non, mais alors là, j'ai lu des articles et tout il y a 2 ans en disant, mais Showgirls, c'est vraiment le chef-d'œuvre de la cinéphilie mondiale. J'ai envie de dire, attendez, rappelez-vous en 96 ce qui s'est passé. Et voilà, non, et le film est plastiquement... Alors je l'ai vu beaucoup aussi, ce film-là. Voilà. Et alors pour le coup, c'est vrai qu'il y a dans ce film aussi, au niveau des comédiens, un rapport à l'impudeur qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, il tourne avec cette fille, là, Elizabeth Berkley, qui joue dans des séries, qui est une comédienne de série, qui débarque là-dedans, et il lui fait faire ça avec il fait aucun film après. Si, elle a tourné dans La malédiction du scorpion de Jade de Woody Allen. Ah d'accord, ok. Je crois que c'est ce film-là. En tout cas, elle joue dans un film de Woody Allen. Et oui, mais Paul Verhoeven est très triste de ça. Il explique qu'il s'en veut beaucoup d'avoir bousillé sa carrière, mais que voilà, lui quand il était persuadé lui que ça allait être l'inverse et que voilà, que c'était un gros risque qu'elle a pris, mais elle est vraiment extraordinaire dans ce film, je trouve, cette fille, quoi. Et la rivale dont j'ai oublié le nom. Dans le film ou la comédienne? Dans le film, c'est Crystal Connors, la rivale. Non. La rivale de Nomi Malone. C'est Crystal Connors. Non, mais la comédienne, le nom de la comédienne. Mais tu me dis le personnage. La comédienne, c'est Gina Gershon. Oui. Sois précis. Voilà. Sur Showgirls, on est précis. D'accord, ok. Voilà, c'est Gina Gershon, mais qui, pareil, n'a pas non plus... non, mais qui est super aussi. Bien sûr, qui est génial. Et il y a Kyle MacLachlan dedans. Oui, la scène de la piscine. Entre autres. Femme et ça, voilà, et qui est vraiment super. Ouais, Alan Clark, tu as Made in Britain d'Alan Clark. Bon, là, je montre le coffret, réalisateur. Alors oui, et dans le coffret, il doit y avoir Scum, Elephant et The Firm, qui est pas. Alors Alan Clark. Grand réalisateur. Alors oui, alors lui pareil, j'ai découvert hyper jeune. Ça, tu vois, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça dans les années 80. Wow. J'avais vu le père indigne, tu sais, qui fait. Non mais il m'avait montré Made in Britain. Donc avec Tim Roth, c'est le premier rôle de Tim Roth, où il joue un skinhead. Et voilà, et moi j'avais vu ce film, ça m'avait. Mais alors tu vois, vraiment été biberonné du très bon lait. Du lait violent aussi un peu quand même, du lait épicé. Mais c'est vrai que dans ce film-là, alors juste Alan Clark, du coup, c'est quand même aussi celui qui a fait Elephant. Le film donc, qui a été refait ensuite par Gus Van Sant, mais il y a pas mal de gens qui ne savent pas que c'est un remake en fait. Elephant, c'est un remake d'un film de 40-45 minutes d'Alan Clark, qui est vraiment un film qui est composé uniquement de plans séquences, sans parole, et c'est juste des gens qui vont
tuer quelqu'un à la fin de chaque plan séquence, il bute quelqu'un froidement et on repart dans notre plan séquence. Et c'est la suite de ces plans séquences qui a inspiré Gus Van Sant. Et il y a aussi Scum. Maison de redressement pour jeunes. Mais c'est insoutenable ça par contre, vraiment. Alors autant, voilà, c'est vraiment... Il y a la version télé et la version ciné, parce que la version qu'il avait fait pour la BBC a été refusée par la BBC, il a été obligé de retourner. Ouais, et ça, ouais, j'avoue que là j'arrive à ma limite, moi, dans l'horreur, quoi. Dans Scum, c'est vraiment, c'est trop cruel, quoi. C'est trop dur, je trouve. Mais dans Made in Britain, donc là c'est un cinéaste génial, Alan Clark, vraiment. Mais il y a cette, voilà, il suit un personnage pendant 1h20, et je crois que Tim Roth est à tous les plans. Et ce que j'avais aimé dans ce film, c'est qu'il filme un skinhead. Donc on voit, bon, évidemment, il est révolté. Enfin, c'est plus en fait, c'est un révolté qui a mal tourné. Mais il y a des scènes assez étranges dans le film où je me rappelle, le personnage est presque lyrique. C'est-à-dire que je me rappelle de cette scène où il s'échappe de je sais plus où. De toute façon, il est complètement indomptable aussi. Alors c'est un peu presque dans Sauvage, il y a un personnage qui est un peu, mais là du coup c'est le côté vraiment le rebelle, etc. Et je me souviens d'une scène où il se met à crier dans la rue comme ça et il enlève ses habits. Il jette ses habits en courant dans un tunnel et on ne sait pas trop pourquoi il fait ça, on comprend pas, mais et à ce moment-là on sent, et je trouve que c'est assez beau dans le film, une espèce de volonté de s'abstraire, une volonté de quelque chose d'immense qu'il aimerait atteindre, alors qu'il rate, enfin lui évidemment c'est dans le mal qu'il souhaite l'atteindre, mais j'avais trouvé ça très très puissant comme film, quoi. Et je l'ai revu du coup pour Avant Sauvage. Oui, Avant Sauvage. Bah oui, parce que c'est, oui, alors en plus c'était bon, Alan Clark qui a cette, je trouve, cette très belle vision comme ça des personnages. Enfin, c'est intéressant parce que la question qui se pose pour lui, elle est comment rendre attachant un néo-nazi, quoi. C'est-à-dire que la question est comment et quelle question ça pose en termes de cinéma et de morale de rendre quelque part admirable ce type-là et voilà. Mais le film est dans mon souvenir relativement explicatif, c'est-à-dire que on comprend pourquoi il est là. Et on voit des gens qui essayent de le sortir de là. Et c'est vrai que lui, ça marche jamais. Il y a la fameuse scène avec l'éducateur, avec le dessin au tableau qui est redoutable. Voilà. Et puis les comédiens sont... Non, mais c'est vraiment un très beau film. Et je trouve que voilà, qu'Alan Clark, c'est vraiment un grand cinéaste. Et dessus, alors je vois qu'il y a aussi The Firm, qui est sur des hooligans. Enfin, bon, avec Gary Oldman. Il y a Gary Oldman qui joue dedans. Et très jeune. Celui-là, c'est pareil. C'était... Voilà. Mais en fait, il sonde comme ça tous les enfin son pays en fait, toutes les dérives en fait qu'il y a dans son pays, sur les maisons de redressement, les hooligans, les skinheads, et voilà, j'ai redécouvert ça donc après les années 80, quoi, et c'était voilà. Réalisateur indispensable. Ouais, bah, je trouve moi que c'est un grand cinéaste. Oui. Juste deux mots sur Street Trash. Alors Street Trash de Jim Muro dans mon souvenir. Ouais, c'est ça. Ouais, un film de Jim Muro, oui, c'est ça. Oui, bah, bien sûr. Oui. Alors pareil, je l'ai vu hyper jeune. Ça, c'est un film donc des années 80, un film horrifique des années 80 dans lequel c'est des SDF qui tombent sur une espèce de potion et quand on la boit, on se liquéfie. On devient de la merde en fait, voilà. Et le film est très étrange. On comprend pas très bien quel est c'est assez bizarre, mais c'est vraiment, enfin, c'est comment dire, une espèce de réalisme social assez bizarre parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue et il y a cette idée que j'avais trouvée assez saisissante de dire que ces SDF sont traités comme, sont vraiment considérés comme de la merde, et en fait on les voit se transformer en merde dans le film. Et donc c'est un film horrifique, ils sont dans d'atroces souffrances, ils deviennent une mare liquide, etc. Et bon, je me rappelle déjà petit, tu vois, trop petit pour voir ça, mais je me rappelle, je trouvais ça complètement fou. Et il y a quand même cette idée après de tout ce qu'on appelle le white trash, c'est-à-dire toute cette culture américaine qui était, cette culture américaine anti-littéraire, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien, plus aucune référence, où on est vraiment là, enfin en gros ça parle que de cul, de merde et de drogue pendant tout le film, enfin c'est un truc très... Et il y a une espèce aussi pareil de mythologie qui se crée, et tout ça est fait avec une espèce d'aplomb absolument incroyable, et donc je découvre aussi donc que c'est à nouveau remasterisé. Parce que je savais pas. Voilà, 87, donc tu vois, ça c'est... Mais tu connais, c'est un street trash, mais c'est assez inclassable, hein, c'est assez... Mais pareil, le film avait été réputé comme étant un déchet audiovisuel, quoi. C'est ça. Oui, et encore, parce que je me rappelle, c'était... Ouais. Merci beaucoup Camille d'être venue, et merci à vous tous d'être venus. On va se donner rendez-vous près de la table pour la dédicace, pour ceux qui veulent. Et il y a un petit pot ici, on a une petite participation, mais voilà. Merci à tous et à toutes.